Bonjour, je suis donc Cécile Michaud. On se retrouve ici avec Jacques-Christophe Mijon qui va nous présenter un petit peu le panorama complet de l'organisation New Log un peu dans le groupe Schneider. Bonjour Jacques-Christophe. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde, donc enchanté, bienvenue à New Log. Je suis donc responsable méthode maintenance à New Log et je vais vous présenter rapidement déjà le positionnement de New Log dans la chaîne logistique de Schneider Electric. New Log, c'est un centre de distribution international donc qui réceptionne et qui distribue les produits de Schneider Electric sur le marché français pour les clients directs et également sur le marché interne de Schneider pour les clients internes de Schneider. Le New Log est situé à Saint-Quentin-Fallavier, ce qui en fait donc un des deux gros centres de distribution en Europe avec le centre de distribution d'Évreux. On voit sur la carte le positionnement des différentes usines et centres de distribution de la supply chain globale de Schneider Electric. À savoir que la mission de la supply chain globale de Schneider Electric, c'est de fabriquer et de distribuer les produits de Schneider Electric. Et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que fait New Log, la vocation du site et ce sur quoi on aura besoin du challenge étudiant. Alors si on peut rentrer un petit peu dans le détail de cette carte, je vois qu'il y a différentes pictogrammes, etc. C'est quoi? C'est des usines de New Log, chaque pictogramme? Tout à fait. Donc c'est des usines de Schneider Electric qui sont organisées par cluster en fonction des différents types de produits qu'elles vont distribuer. D'accord. Et là, on voit sur la carte les centres de distribution qui sont représentés par des petits camions verts. Et on a, comme on le voit, un réseau de centres de distribution régionaux avec l'Espagne, avec l'Italie ici, avec la Hongrie pour l'Europe de l'Est. Et également deux centres de distribution internationaux qui sont Évreux ici et New Log, un petit peu caché au milieu des usines, vu qu'on a beaucoup d'usines sur le secteur grenoblois. Donc ça veut dire que l'équivalent d'ici Saint-Quentin, c'est Évreux. Et ensuite, vous envoyez les produits dans des centres de distribution régionaux qui sont les autres points verts avec les petits camions. Voilà, exactement. D'accord. Évreux et New Log vont distribuer donc le marché français, les clients directs de Schneider, et vont distribuer également les centres de distribution régionaux qui, eux, vont distribuer le marché direct. Les marchés européens, plus en proximité. Voilà. Ok. Et donc les usines, c'est les petits points rouges ou voilà, les petits points bleus aussi les points rouges, les points bleus, les points violets en fonction du type de produit qu'ils distribuent. Donc que ce soit des disjoncteurs, que ce soit des canalis, ça dépend vraiment des produits qu'ils vont distribuer. D'accord, donc ça veut dire que vous, dans les centres de distribution, vous avez tous ces types de produits? Tout à fait, exactement. Donc la vocation d'Évreux va être plutôt sur des produits de petit volume. Donc on va voir un petit peu comment New Log se démarque par rapport à ça. Et la vocation de New Log va être plutôt sur des produits qu'on appelle bulky, donc volumineux. Et ça, on va le voir avec des produits concrètement dans l'entrepôt. Voilà, alors bulky, moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, rassurez-vous. On va prendre le temps dans cette vidéo d'expliquer tout ça, parce que ça va être un petit peu le cœur du sujet et que ça va être un peu le sujet sur la typologie de produit qui va vous amener à devoir réfléchir à des choses un peu particulières. Ok, et donc en réception, Évreux et vous recevez des produits qui viennent du monde entier? De toute l'Europe et du monde entier, effectivement. On reçoit donc, et on redistribue les produits qui sont fabriqués en Europe par les usines européennes, mais on reçoit également des produits qui sont distribués et fabriqués par d'autres régions du monde, donc notamment l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique et également le Pacifique avec des produits qui viennent parfois d'Australie que nous on envoie en Australie. Donc réception mondiale, voilà. Et du groupe Schneider et de fournisseurs extérieurs. Tout à fait. Alors des fournisseurs extérieurs, c'est surtout des sous-traitants de Schneider Electric, mais qui vont ensuite alimenter des usines Schneider. C'est plutôt des fabricants de composants pour les produits Schneider Electric. D'accord. Et donc en distribution, en expédition à partir d'ici, vous distribuez des centres de distribution régionaux et les usines de Schneider, donc ce n'est pas forcément du produit fini, c'est aussi de la pièce tout à fait, exactement. matière première. Quoi. Tout à fait. Et notamment vu notre positionnement, on n'est pas très loin de deux usines importantes de Schneider Electric que sont Mastertech à Moiran et l'usine de Schneider Electric Alpes à Chambéry. Et on a un petit peu un rôle de magasin fournisseur avancé pour ces usines-là. Donc on va leur livrer également des composants pour qu'ils fabriquent leurs produits. D'accord. Il faut savoir également que New Log va distribuer selon 3 modes de transport, donc le routier, même 4 modes de transport. Le routier, l'aérien, le maritime et également le rail. On envoie pas mal de produits par train directement en Chine. Donc il y a vraiment 4 modes de transport aujourd'hui chez nous. Du coup, en export d'ici, quoi. Exactement, tout à fait. Ça marche, super. Alors on va peut-être zoomer un petit peu plus sur le plan de l'entrepôt. Oui, tout à fait. Allez. Donc là, vous avez un plan d'entrepôt de New Log. Donc c'est un entrepôt de 48 000 m² qui est constitué de 7 zones. Vous voyez, elles sont numérotées, donc c'est des choses qu'on pourra vous faire passer pendant le challenge. Donc zone 1, zone 2, zone 3, et puis 4, 5, 6, jusqu'à la numéro 7. Le site a été construit en 2004. À l'époque, il n'y avait que 3 cellules, les 3 premières cellules du haut.
Et par la suite, les 4 cellules d'en dessous ont été rajoutées en fonction des différentes gammes de produits qui ont été intégrées au centre de distribution. Si on essaye de distinguer assez facilement les flux dans le centre de distribution, on a d'abord les flux de réception, donc qui sont de ce côté-là, et les flux d'expédition. Qu'est-ce qui se passe au milieu? On va aller stocker les produits sur l'ensemble de l'entrepôt, les préparer, les mettre à disposition des expéditions, les charger dans les camions pour pouvoir expédier. On a 2 zones un petit peu particulières que sont la zone 7 et la zone 4. On est sur des produits vraiment très volumineux, notamment sur la zone 4. Par ici, on a ce qu'on appelle les produits Canalis et Optiline, qui sont des produits de grande longueur qui vont de 3 à 5 mètres de long. C'est des produits pour lesquels on va faire le déchargement et les chargements au même endroit, tout simplement parce que c'est des produits qui sont chargés par le côté sur des camions débâchables. Et la zone 7, on est sur des onduleurs pour les data centers. C'est pareil, c'est des très grosses cellules qui font entre 2 et parfois même plus de 2 mètres de large. Et en hauteur également, on est sur du 2 mètres de haut. Le reste des flux, on réceptionne ici, on stocke dans l'entrepôt, on prépare et on expédie au niveau des expéditions. Ok, donc effectivement cette carte, vous l'avez, donc vous pouvez vous y reporter. Et donc on va faire un peu les zooms sur les produits particuliers, puisque pour préparer des produits normés de petite taille et de petit poids, vous savez faire. Tout à fait. Mais vous avez plus d'enjeux et plus de difficultés pour optimiser la gestion logistique sur ces produits un peu exceptionnels, qui sont ces fameux produits bulky. Ok. On va bientôt descendre. Je vous propose qu'on s'arrête là pour l'instant. Alors, on se retrouve dans l'entrepôt cette fois-ci. Je suis avec Jean-François Bernard. Bonjour. Jean-François, est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît? Oui, merci Cécile. Donc Jean-François Bernard, responsable sécurité, environnement et sûreté du site de Newlog. Bonjour à tous et bienvenue dans l'entrepôt de Newlog. Donc, Jacques-Christophe tout à l'heure vous a montré le plan. Donc, on va se repositionner exactement. Donc, on est juste ici, on est juste à la sortie des bureaux et on est en train de regarder. Alors là, ici. du coup, on a la vue sur la zone. On est sur la vue Mac sur la 2 zone PC. 2. Ok. La zone 2, et du coup, on peut voir l'ensemble des types de produits que l'on a prêts à expédier. Donc typiquement, on a des appareils de type moyenne tension. Ici, on voit très bien qu'on n'est pas sur des cartons de petite dimension. Ce sont des appareils qui sont assez lourds et qui ont des centres de gravité un petit peu hauts. On va retrouver des colis un peu plus standards. Mais on a aussi, comme vous pouvez le constater, des palettes qui font 2 mètres de long. Alors. Et tout ça, Cécile, ça va partir à travers le monde. D'accord. Donc du coup, effectivement, parce que dans cette partie-là, on voit que c'est quand même relativement homogène, c'est palettisé, c'est sur des petits cartons, mais ça n'est qu'une partie du stock, ça, c'est ça? Ça n'est qu'une partie du stock, D'accord. puisque en fait, sur l'ensemble des cellules que l'on a, on va retrouver différents types de produits avec des différents types de formats. Alors, je vais poser la question piège. Combien de références différentes ici dans l'entrepôt? Oh là là! Voilà, c'est la question piège, c'est pas grave. En On va fait- chercher la réponse, puis on vous la redonne plus tard. Je crois qu'on doit être à C'est pas 150 000 ou quelque chose comme ça. Plus que ça? 12 000 en stock et 50 000 distribués. J'ai pas entendu, il a dit quoi? 12 000 en stock et 50 000 distribués. D'accord, donc 12 000 en stock et 50 000 distribués. Et donc, du coup, sur des tailles et des volumes, et Des tailles et des très volumes, différents, c'est ça? Typiquement, on voit la personne qui manipule 2 palettes l'une sur l'autre. On voit les formats sont complètement atypiques. D'accord, et du coup, on est toujours contraint par la hauteur du camion, la largeur du camion, et vous pourrez mettre des choses très très variées. Et le c'est ça? poids aussi. Avec des poids très très variés, effectivement. Ok. Donc si on avance un petit peu, donc là tu disais des appareils moyenne tension avec un centre de gravité très bas. Est-ce que du coup on est sur des palettes standards? Vous êtes sur des palettes Europe ou des palettes particulières? Non, on a tout type de format. On va Ouais. retrouver alors des palettes un peu standards. On va trouver de la P6 ou de la P12. Ouais, Mais on va aussi trouver de la palette qui fait 2 mètres, comme celle que l'on voit Celle-là, ici là en bas. d'accord. Ou Alors celle qui c'est a quoi été le produit préparée qu'il y a là-bas. dessus là? Là, on va retrouver des coffrets électriques pour... là, typiquement, ça va être des coffrets électriques pour le résidentiel, qu'on peut D'accord. retrouver dans une maison. Ouais. Et juste à côté, on va retrouver des portes en métal pour un installateur de matériel électrique de niveau industriel. D'accord, ok. Donc c'est très variable. Donc si on continue d'avancer pour justement voir un peu cette diversité de produits, donc tu disais il y a autant des choses qui sont à destination des particuliers que des choses à destination professionnelle, industrie? Alors Newlog distribue assez peu pour le particulier, c'est D'accord. principalement pour des distributeurs un peu comme Rexel, Ouais, donc qui vont distribuer à des artisans
ou à des professionnels de l'électricité. D'accord. Mais on a assez peu de clients particuliers Ok. au final. Donc des distributeurs, mais pour des produits qui ont vocation à aller chez les particuliers, mais par l'intermédiaire de distributeurs. Donc Et là, on a encore d'autres types de produits. Je Ouais. vois, c'est du APC, donc ça, on va plutôt être sur des produits de type onduleur ou des batteries. D'accord, ok. Donc là, je vois que vous avez par exemple 3 palettes empilées. Vous pouvez monter jusqu'à en hauteur de 3 niveaux là. Oui, on est limité environ à 2 mètres 10 à peu près Ouais. en hauteur. Au-delà, ça devient un petit peu dangereux en termes de stabilité. Bien sûr. Je vois d'autres gros volumes là-bas. Est-ce qu'on peut se rapprocher? Oui, Donc du coup, dans ces cartons-là, c'est quoi? là, ça va être des disjoncteurs de type Master Pack, des disjoncteurs basse tension haute intensité, forte D'accord. intensité. Ok. Et là, je vois qu'on a de nouveau des grands panneaux très Alors, verticaux. Oui, alors cela, à vue de nez, sauf erreur de ma part, ça doit être des disjoncteurs contenant du SF6, donc disjoncteurs 24 kV. D'accord, ok. Et donc là, on a des choses directement dans le film plastique couché sur la palette. C'est encore d'autres types de produits? Ça peut être, alors là, je ne vois pas très bien, mais ça peut être des portes vitrées pour des armoires électriques industrielles. D'accord, ok. Et puis on va aller jusqu'au bout pour voir si on a encore d'autres choses. Alors je vois qu'il y a quand même des chargements relativement homogènes et des chargements très hétérogènes. Tout à fait, on va retrouver un joli mixte dans certains cas. Oui, Typiquement, là, on va peut-être être sur du maritime. Donc sur du D'accord. maritime, on va retrouver un mix de produits très variés, à la fois du coffret plastique, de l'appareillage basse tension, forte intensité, voire même en même temps, dans le même chargement, des appareils moyenne tension. d'accord. Là je vois que vous avez de la caisse bois et plus du carton. C'est pour quel type de produit la caisse bois? Si tu le sais. Alors ça, c'est peut-être des transformateurs de tension ou de courant, moyenne tension. Donc ce sont des pièces en résine époxy avec beaucoup de bobinage, D'accord. et donc qui sont relativement lourds. Et donc c'est possible que effectivement on les conditionne en boîte plutôt qu'en carton du fait de leur poids. D'accord. Ok, effectivement, ça donne un bel aperçu de la diversité de produits qu'on peut avoir sur le site. Et puis, du coup, on va descendre, aller voir tout ça de plus près. Ok, donc on se retrouve avec Jean-François dans une nouvelle zone. On est dans quelle zone là, Eh Jean-François? ben, on est en zone 6, donc 6, par ok. rapport au plan, les expéditions étaient là-bas, donc Ouais. on est rentré à l'intérieur de l'entrepôt. Et zone 6, c'est l'endroit où est-ce qu'on a plutôt les appareils moyenne tension. D'accord. dont on Donc là, parlait il y un a petit peu d'autres tout à l'heure. quais, c'est les quais de réception, là, Et c'est là, ça? donc, ce sont les quais de réception. Donc D'accord. les matériels vont revenir donc d'autres usines, ça peut être de Turquie ou d'ailleurs. Ok. Et on a par exemple ce type de produit Ouais. qui a été réceptionné il y a quelques heures. Là, il s'agit d'appareils, des interrupteurs 36 kV. Donc vous voyez, c'est quand même relativement volumineux. Ok, donc alors on va revenir sur ce point-là. Donc on a parlé beaucoup d'entrepôts bulky. En fait, bulky, ça veut dire quoi? Un bulky, ça veut dire qu'on doit stocker et préparer les commandes pour nos clients de tout type de produits de ce type de format-là, mais aussi en termes de préparation, parce que là, bien entendu, ces appareils-là, on va les manutentionner avec un chariot élévateur. Oui, on va pas les prendre à la main. On ne va pas ça prendre va les être mains à la main, c'est compliqué. pas possible. Par contre, il y a d'autres produits. Ici, on est sur une zone de picking, où Ouais. est-ce que le préparateur va devoir porter, Faire de la préparation à faire la de main. préparation à la main. Et là, c'est relativement lourd déjà. Fais voir. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée que je le prenne, en fait, je vais le faire tomber. Je vais Ça le faire fait quoi, tomber. 10, 15 kilos? Celui-là, il doit bien faire 10-15 Ouais, kilos. hein. Celui-ci, alors vous voyez, on est juste à côté. C'est un format encore différent. Et là, c'est pas mieux du tout. Mais alors, je vais pas le prendre, c'est trop dangereux. Donc voilà. Donc, on a non seulement la question du volume, où là, du coup, la préparation à la main, elle est carrément éliminée, donc on est forcément au chariot, mais il y a aussi la question du poids, parce que ça, typiquement, on peut pas le prendre au chariot si on veut faire un picking. On peut prendre en chariot, et puis souvent, c'est pas facile de le prendre à deux non plus. Oui. Parce que des C'est fois, le petit. carton, c'est tellement dense à l'intérieur que c'est un peu compliqué. Donc, la question du volume et la question du poids sur la densité qui fait que
Et on ne peut pas non plus démultiplier les modes de préparation de commande ou de manutention pour chaque produit. Voilà, Donc c'est la question de la variabilité, toujours. de variabilité, et c'est en ça qu'on dit que c'est du bulky. D'accord, donc le bulky, c'est variabilité des volumes et des poids des marchandises, des items que vous faites rentrer et que vous devez donc mettre en stock ici, puis ensuite préparer et expédier ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Ok, merci, je crois que c'est plus clair. Donc on se retrouve avec Jacques-Christophe, on est toujours du côté réception. Moi j'avais une petite question aussi sur, du coup avec cette variabilité de produits, de circuits de distribution, etc. On voit qu'il y a beaucoup de caristes, il y a beaucoup de préparation au chariot. Est-ce que vous avez des préparateurs à pied, des caristes? Quel type de cariste? C'est quoi un peu côté effectif? Comment ça se passe? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui on est 220 employés sur le site de Newlog avec un pool d'intérimaires qui est aussi entre 80 et 100 intérimaires. On a différents métiers. On a des métiers de cariste, donc de mise à stock, qui vont plutôt utiliser des chariots de type rétract. Et on a également des métiers de déchargement et de chargement de camions avec des frontaux, comme on peut voir sur le quai de réception juste ici. Donc là, c'est pour tout ce qui est chargement et déchargement de camions. D'accord. Ensuite, on va avoir en effet de la préparation à pied, soit sur du flux convoyé, où dans ce cas-là, c'est la personne qui est à côté d'un convoyeur et qui va préparer les colis au fur et à mesure. D'accord. Soit avec des chariots sur lesquels on va embarquer soit des colis de plan contenant, donc des petits colis, soit des palettes P12 ou des palettes P2M, donc des palettes de 2 mètres, sur lesquelles on va venir faire la préparation en multi-référence sur des produits beaucoup plus gros, beaucoup plus bulky. D'accord, ça marche. Et en complément, on a également, du coup, donc là, on a également une flotte de 10 AGV. Alors, AGV, c'est quoi? AGV, c'est Automatic Guided Vehicle. C'est tout simplement des chariots automatiques à qui on va assigner des missions pour aller chercher une palette à un point A pour aller les déposer à un point B. On se sert aujourd'hui majoritairement des AGV pour faire déplacer les palettes du quai de réception vers les zones de mise à stock. D'accord. Et on commence aujourd'hui à travailler sur le déplacement des palettes des zones de fin de préparation vers les zones d'expédition. Donc aujourd'hui, vous avez une dizaine de chariots automatiques, Tout donc à fait. sans caristes, Exactement. qui viennent donc ici prendre des palettes sur les zones réception pour aller les mettre en stock. Voilà. Et donc sur des circuits qui sont toujours les mêmes? Exactement. Alors on a ce qu'on appelle des routes AGV. Donc c'est des routes qui sont tracées en fonction du plan de l'entrepôt. D'accord. Et on va, quand on assigne une mission, dire j'emmène telle palette du point A au point B suivant ce chemin. D'accord. Donc ça veut dire que l'AGV, il est branché sur le système d'info pour pouvoir scanner la palette ou scanner la palette. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur cette technologie-là. Il ne scanne pas encore la palette. On est vraiment sur. On a aujourd'hui un. Il va à tel endroit. Voilà, exactement. C'est D'accord, pour ça qu'on a un métier très particulier aujourd'hui qui est pilote AGV. Et D'accord. notre pilote AGV est la personne en charge d'assigner les missions D'accord. aux 10 AGV. Donc c'est plutôt une sorte de jeu d'échecs, donc tu vas à telle case C'est et ça. tu vas l'emmener à telle case. Tout à fait, c'est Ok, exactement et donc ça. il faut que la palette soit au bon endroit pour que l'AGV puisse venir la chercher. Voilà. Donc là je vois qu'on a écrit interdit sauf AGV Alors tout et à qu'il y en fait. a un qui arrive effectivement, on va le laisser passer. Alors effectivement, aujourd'hui, on le verra sans doute sur d'autres plans, on voit qu'il y a une forte cohabitation entre les AGV et les caristes, Oui, ce qui génère beaucoup de temps d'attente à la fois pour nos caristes et à la fois pour les AGV. d'accord. Aujourd'hui, la stratégie qu'on est en train de mettre en place, c'est de déployer une vision qu'on appelle autoroute AGV au sein de Newlog, Oui, qui consiste à avoir des allées dédiées pour les AGV et des D'accord. allées dédiées pour les caristes, donc pour éviter toute cette coactivité et cette cohabitation. donc ça veut dire que là pour rentrer en stock c'est dédié, mais sur les zones là devant les quais, il y a Exactement. cohabitation. Exactement. Et là, on le voit bien, on a des chariots, on a des caristes et des AGV. Et là, on voit que ça présente des risques sécurité. On a une perte d'efficacité également. Et c'est là où on a encore beaucoup de travail à faire sur l'optimisation des AGV. D'accord. En quelques chiffres, les AGV, donc une mission, c'est déplacer une palette d'un point A vers un point B. Aujourd'hui, on fait à peu près entre 600 et 700 missions par jour avec nos 10 AGV. D'accord. Et sur une année, ils font à peu près 50 000 km. 50 000 km. Donc tu me dis 6 à 700 missions par jour sur les 10, donc ça veut dire qu'un AGV fait 60-70 missions par jour. Voilà, c'est à peu près ça. Est-ce que l'AGV travaille en dehors des heures de travail humaines ou pas? Non, on a besoin, comme je disais tout à l'heure, d'un pilote AGV, D'accord. donc qui lui va assigner les missions. Donc aujourd'hui, on a un pilote AGV pour 10 AGV. D'accord, ok. Et donc là, on le voit en action typiquement. Donc il va chercher, il a été programmé pour aller sur cet emplacement, donc sur le quai 8. Exactement, tout à fait. Oui, on voit que c'est assigné là pour les AGV, Voilà. en dessus. Il va prendre la palette. Suspense. Et donc là, il va aller récupérer sa palette et il va aller la positionner devant les racks de mise à stock de la zone concernée. D'accord. Donc potentiellement, ça peut être à l'autre bout de l'entrepôt. Ok. Et c'est tout l'intérêt et toute la puissance de cet outil-là,
c'est qu'aujourd'hui, tous les trajets entre les zones, l'objectif c'est de les faire faire par des AGV pour recentrer également nos activités sur des activités à valeur ajoutée et l'expertise métier de cariste. Allez, on a le temps. Effectivement, un peu de cohabitation. La palette est prise et donc il va faire son aller-retour. Donc ça veut dire que les AGV font toujours le même circuit, toujours le même aller-retour à peu près? On a entre 10 et 15 trajets pour le moment qui sont actifs. Ouais. On en a certains qui sont beaucoup plus utilisés que d'autres, tout simplement parce que les flux de réception sont beaucoup plus importants sur ces flux-là. D'accord. Aujourd'hui, pour avoir des chiffres également, on reçoit à peu près 360 000 palettes par an sur les clés de réception à Newlog. Et on a à peu près les 80% qui sont aujourd'hui déplacés par les AGV. 80% des flux? 80% des flux de réception, des flux de palettes de réception qui sont déplacés par les AGV. D'accord, donc ça veut dire que les AGV interviennent sur tout type de produits? Tout à fait. Okay. Là où on va avoir plus de difficultés, c'est sur les produits qu'on appelle bulky. Donc justement ceux qui sont... Toujours les fameux bulky? Toujours les fameux bulky, exactement. Où là on a des problématiques de centre de gravité un petit peu déportés, qui fait que la prise par les AGV est un petit peu plus compliquée. D'accord. On voit que les AGV s'arrêtent en fait quand on rentre dans la zone là, rouge, quand ils croisent un autre chariot ou quand ils nous croisent nous. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, il y a beaucoup de systèmes de sécurité, il y a des capteurs un petit peu dans tous les sens qui permettent effectivement de mettre en sécurité les personnes qui travaillent autour des AGV. Okay. Par contre, ça génère forcément beaucoup d'arrêts et c'est pour ça que je parlais de la coactivité et de la cohabitation. Ça génère une perte d'efficacité de nos AGV également. Et donc, de ce que tu nous dis, l'AGV ne peut pas aujourd'hui répondre à la manutention des hors gabarits vraiment exceptionnels pour des histoires de poids et de centre de gravité des produits? Oui, voilà, surtout centre de gravité. Au niveau des poids, on n'est pas trop limité par rapport à ce qu'on distribue à Newlog. Par contre, effectivement, au niveau du centre de gravité, c'est là où on fait beaucoup de tests avant de pouvoir lancer réellement les AGV. D'accord, donc il y a encore certaines choses qui ne peuvent pas être manutentionnées par les AGV, mais sur lesquelles on a encore besoin d'un cariste avec sa dextérité de cariste. Exactement, oui, tout à fait. Ok, super. Et ben on va aller à l'étape suivante. Tout à fait. Alors on se retrouve là pour une petite mise en situation avec Jacques-Christophe et Jean-François. Je vois une petite étiquette, là, port à 2 obligatoire. Pourquoi ça? Tout à fait. Alors là, on est sur des produits qui sont à la fois volumineux. Donc on voit ici, c'est des produits qui font 2 mètres de long. Et des produits qui sont lourds. Donc tous les produits supérieurs à 16 kg, le port à 2 est obligatoire. Et donc ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est bien l'indiquer sur les zones de picking. D'accord. Donc là, on est en picking à la main du coup. Tout à fait. Mais à 2. Voilà. Et du coup, on va vous regarder faire. Oui, c'est ça. Donc là, il faut imaginer normalement qu'on a notre chariot de préparation avec notre palette de 2 mètres sur laquelle on va venir positionner les différents produits qu'on doit prélever. Ce qui se passe très souvent, c'est que pour porter les produits à 2, les caristes travaillent par 2 et chacun a sa propre préparation et va aider l'autre pour préparer. D'accord, donc ils bossent en duo, en binôme. Et tout à fait, exactement. On fait 2 préparations en même temps. Exactement, c'est exactement ça. En soutenant son collègue. Et là, on a un cas, on va dire, loin d'être idéal, mais qui est idéal pour l'exemple et pour montrer les grosses problématiques d'ergonomie qu'on a aujourd'hui sur le site de Newlog. Et là, c'est vraiment le cas parfait. Les opérateurs doivent aller chercher le colis. Donc déjà au niveau des postures, c'est extrêmement compliqué de respecter tous les gestes et postures. Oui, parce que normalement, là, les épaules, normalement, le dos, on doit se ça, baisser, voilà. ainsi de suite. Ce qui se passe très régulièrement, c'est que là, on est sur des produits lourds. Et là, voilà. Donc là, aussi bien aller chercher le produit au fond de la palette que le manipuler, on est sur des grosses problématiques ergonomiques. Donc c'est ce qu'on nous appelle le double niveau de préparation. Donc il faut aller chercher loin. Voilà, tout à plus fait. Le poids et plus la dimension qui complique les choses. Okay. Et là on voit, donc on a une allée complète, mais concrètement on a à peu près 3000 m² de produits de ce type là, donc il faut manipuler à la main. Donc là je vois 2 niveaux et là je vois même 3 niveaux de préparation, c'est-à-dire 3 rangs de produits qu'il faut aller chercher au fond. Et effectivement on peut avoir la problématique de la hauteur, de la profondeur et du poids des colis. Donc ça c'est un de vos gros sujets, donc en termes ergonomie, conditions de travail, TMS on va dire au sens large. Qui n'a pas pu être résolu pour l'instant avec des chariots ou une préparation automatisée, etc. Là, on parle de mise en stock ou de préparation? Les deux? Non, on parle surtout de préparation. D'accord, donc c'est-à-dire que la palette, elle est rangée pleine et ensuite, il faut venir faire le picking. Exactement, oui, tout à fait. Ça marche. Eh bien, merci pour cette démo. On se retrouve avec Jean-François dehors. J'ai pas pris ma veste, j'ai un peu froid. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, on est en zone d'expédition de la zone 4. Donc c'est une zone, comme disait Jacques-Christophe, un peu particulière puisqu'on fait à la fois la réception et l'expédition, puisque ici, on est sur des produits de grande longueur. Donc là, il y a typiquement un chargement en cours avec un gros chariot. Voilà. Alors du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de porte à quai. On est porte de plein pied. Là, la porte, elle est là.
Et on charge sur le côté, on ne charge pas au bout du camion, c'est ça? On cherche sur le côté parce qu'en fait, comme on est sur les grandes longueurs, alors là il s'agit de boulottes de type de la gamme Optiline. Elles font à peu près 2,10 m, 2,20 m de long. D'accord. Mais on peut aussi avoir d'autres types de produits qui vont jusqu'à 5 mètres de long. D'accord, donc par exemple celle-ci là avec la palette un peu tout en longueur. C'est un très bon exemple. Voilà. Donc ça, On dirait qu'on a répété, t'as vu? C'est un très bon exemple. Donc du coup, celui-là, on va le charger de manière latérale aussi. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix en fait. Ça, on peut pas le rentrer en longueur dans le camion. On est obligé de le prendre dans la largeur et de l'amener comme ça dans le camion. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut regarder du coup à l'intérieur comment c'est stocké chez vous? Ben oui, parce Allez. que là, c'est un peu singulier au niveau du stockage. Voilà, je te suis. On se suit, on se suit. Donc là, du coup, les racks sont particuliers. Les racks sont d'une nature un peu différente. On appelle ça des cantilevers. Des cantivers, ok. Et là, on va retrouver donc les produits Canalis qui sont fabriqués dans l'usine de Dijon. Alors ça veut dire quoi, Canalis? Canalis, ce sont des rails, des canalisations qui permettent de réaliser la distribution électrique dans les usines ou les supermarchés, des choses comme ça. D'accord. Donc c'est mis au plafond et en fait ça distribue l'énergie électrique de manière rectiligne. C'est des tuyaux quoi, si on le vulgarise à fond. Si on le vulgarise, c'est des tuyaux. Ok. C'est des Et tuyaux. qui sont du coup de grande longueur, ça fait quoi, 2 mètres, 3 mètres? Ça va donc 3 mètres et 5 mètres. Ouais. Et ça va jusqu'à 80 kg. Ok. Et donc forcément là on est obligé de les prendre par la largeur et pas dans la longueur, c'est pas possible. Exactement. Ok. Donc on peut faire aussi de la préparation manuelle sur ces colis-là, parce que des fois il y a des clients, ils ne veulent pas une palette complète, ils veulent on va dire 1 ou 2 ou 3 produits en fonction du chantier sur lequel ils sont. D'accord. Et dans ce cas-là, les produits vont être préparés manuellement par les opérateurs. Comme il s'agit de grande longueur, ils seront 2. D'accord. Mais ça peut jusqu'à 80 kg. Donc ils vont chercher donc en picking en bas et il y a du réappro qui est fait en redescendant, c'est ça? Tout à fait, le principe est exactement le même que tout à l'heure. D'accord. Et là, les grandes caisses que l'on voit qui sont ici, c'est destiné à l'export. Donc là, on va prendre un soin particulier pour les emballer, pour les expédier. Donc c'est les mêmes produits là et qui sont du coup protégés dans des caisses en bois. Dans les caisses en bois. Ok, donc là c'est de la palette complète entre guillemets. C'est de la palette complète et c'est confectionné sur ce poste ici. Donc là, pour manipuler ce type d'engin, ce type de produit, on a un engin spécial qu'on appelle le crabe qui se dirige dans tous les sens. Ah d'accord, ok. Qui permet de tourner effectivement, on le voit avec les roues comme ça autour de lui-même. Ça marche, super. Donc là, pareil, pas du coup, on est, donc sauf exception avec ce picking à la main, mais ça représente beaucoup du flux ou c'est majoritairement de la palette complète? Non, c'est beaucoup de palettisation, assez rarement de la palette complète, quoi. Ah, donc c'est plutôt du picking à la manuel main aussi. Donc encore des problèmes d'ergonomie et de difficultés. Encore des problèmes d'ergonomie. Par là. Ici, il n'y a pas les AGV, ils n'interviennent pas. Ici, il n'y a pas d'AGV. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, je crois qu'on y voit plus clair. Alors, on se retrouve en salle avec Jacques-Christophe. Donc, du coup, là, on va montrer un petit peu les outils de pilotage. J'imagine qu'en tant que responsable méthode, pour pouvoir piloter l'amélioration continue, tu t'appuies sur des outils un peu de gestion de la donnée? Oui, tout à fait. Donc là, on déploie à Schneider pas mal d'outils de gestion de la donnée, des outils de business intelligence ou des outils de RPA, donc de robotic process automation. Le principe, c'est un peu toujours le même, c'est savoir extraire de manière assez facile la donnée, savoir la traiter, savoir la mettre en forme. Et l'objectif, c'est que ça nous aide également dans le pilotage, mais également dans l'analyse de la performance. Donc aujourd'hui, ce qui nous permet de faire des logiciels comme le logiciel Tableau qu'on voit ici, ça nous permet d'aller extraire des données dans plusieurs sources différentes, que ce soit des fichiers Excel sur une box, que ce soit du SAP, que ce soit notre WMS. On est capable d'interconnecter toutes ces extractions et de les présenter de manière assez sympathique. Okay. Et ce qu'on voit ici à l'écran, c'est un peu particulier. On a vu les AGV tout à l'heure dans l'entrepôt. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est finalement notre tableau de bord de pilotage et de performance de nos AGV. Donc on voit aujourd'hui, par exemple sur ce graphe-là, le nombre de missions qu'ils font par jour, avec notre objectif qui est à 450, si je ne dis pas de bêtises. Et on est capable de suivre notre performance chaque jour du nombre de missions qu'on a fait. On voit également le nombre de kilomètres parcourus sur la période, le temps gagné par rapport au temps opérateur qu'on passait au préalable et la disponibilité de nos AGV. Donc ça nous permet de piloter à la fois notre performance, notre nombre de missions, mais également la disponibilité de nos engins. D'accord.
Alors, toujours pareil, question piège. Les différents indicateurs là, qui sont suivis, comment est-ce qu'on choisit les indicateurs? C'est toujours une question un peu centrale, le choix des indicateurs, parce que selon ce qu'on cherche à suivre, ça ne va pas donner les mêmes réponses et donc les mêmes orientations. Donc, de manière générale, pas que sur ce tableau de suivi-là, qu'est-ce que toi tu cherches à savoir quand tu construis ce type de tableau? Alors aujourd'hui, il y a deux types d'indicateurs. On va avoir les indicateurs vraiment de pilotage qui vont nous donner on va dire, les données en temps réel et qui vont nous permettre, on va dire, de se remettre un petit peu d'aplomb sur le pilotage de la journée. Après, on a des indicateurs de performance qui, eux, vont nous permettre de me dire, OK, est-ce que mon process a été performant? Est-ce que mes outils ont été performants? Est-ce que j'ai bien travaillé? D'abord, les indicateurs, il faut qu'ils soient facilement extrayables et interprétables. Il ne faut pas qu'on ait des usines à gaz pour aller chercher des indicateurs. Donc le premier critère, exactement, de la simplicité. Il faut que ça nous parle et que ce soit en rapport direct avec les opérations. Et il faut, pour faire simple, que n'importe qui dans l'encadrement et dans la direction soit capable de comprendre ces indicateurs d'un seul coup d'œil pour pouvoir prendre une décision assez rapidement ou pour pouvoir interpréter les résultats assez facilement. Donc de la simplicité, de la lisibilité, et puis que ça puisse appuyer les décisions futures pour le codir au sens large. C'est ça. Et au-delà de ça, si on va encore un petit peu plus loin, il y a également une notion de standardisation avec Schneider Electric. On fait partie d'un groupe Schneider, on fait partie d'un groupe d'entités industrielles qui a aussi pour vocation de créer des indicateurs qui parlent à tout le monde, de manière à un petit peu faciliter le dialogue et faciliter le benchmark entre les sites. Et toutes les technologies qu'on met en place à Schneider Electric sont des technologies qu'on va retrouver sur beaucoup de sites différents. D'accord. Donc aussi de pouvoir la transférabilité avec le groupe et que tout le monde parle le même langage. Donc tout à fait. Ça aussi, c'est un enjeu. OK. Tu as parlé de performance. Alors du coup, qu'est-ce qu'on met dans la performance chez Schneider? C'est quoi la définition un peu maison de la performance chez Schneider et du coup ici chez Newlog? Du coup, la performance chez nous, on va systématiquement se comparer à l'année précédente. Et on va regarder aujourd'hui pour faire tel volume de préparation, que ce soit en nombre de lignes ou que ce soit en nombre de ce qu'on appelle des transfer orders. Les transfer orders, c'est tout simplement un mouvement de stock. Par exemple, je vais prélever une pièce en picking, je vais mettre une pièce en stock, je vais mettre une pièce sur les quais d'expédition, ce qu'on appelle un transfer order. C'est aujourd'hui de regarder pour une quantité donnée de lignes ou de transfer orders, combien de temps je mettais l'an dernier et combien de temps je mets cette année. La différence pour le même nombre de transfer orders ou de nombre de lignes, en nombre d'heures, c'est ce qu'on appelle la performance chez nous, la productivité. Donc voilà, donc on est aligné sur la productivité. Et donc là, du coup, avec toute la visite qu'on a fait aujourd'hui, on s'est rendu compte que la productivité, parfois, trouvait peut-être ses limites dans la question ergonomie, conditions de travail, les différents outils que vous avez pu mettre en place, etc. Donc voilà, par rapport à ce qui est demandé aux étudiants là pour ces 2 jours, est-ce que du coup il y a un élargissement de la question de la performance? Est-ce que au-delà de la productivité, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans les 24 heures qui sont devant eux? Oui, tout à fait. Le fil directeur, c'est effectivement, on a des gros enjeux en termes d'ergonomie. Donc il faut absolument que toutes les réflexions qu'on peut avoir soient drivées par la notion d'ergonomie et par la notion également, alors on va dire plus généralement environnementale, mais également d'économie circulaire. On a une forte demande en interne, en externe et au niveau de la direction de pousser vraiment ces notions d'économie circulaire et de se poser systématiquement les questions dans les process que je design. Est-ce que finalement j'ai bien pris cette notion-là en compte? On a également la notion d'ergonomie, donc comme je disais, qui est primordiale. Aujourd'hui, la productivité ne doit pas se faire aux dépens de l'ergonomie. Ça, c'est extrêmement important. On a un slogan qui est, je pense, commun à beaucoup d'industries, qui est Safety First, donc la sécurité en priorité. C'est la réalité. Dans la safety, on met également la partie ergonomie. Les grosses problématiques qu'on a aujourd'hui sur un site comme Newlog, on va dire si on analyse de l'accidentologie, on est sur des problématiques d'ergonomie. Je me suis fait mal au poignet en soulevant un colis, je me suis tordu la cheville en descendant de mon chariot. On n'est plus sur des gros accidents, fort heureusement, mais on rentre dans l'ère des problèmes ergonomiques. Donc là, il faut qu'on travaille là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, la productivité ne se fait pas au détriment de l'ergonomie. C'est pour ça, par exemple, qu'on met 2 personnes pour le port de charge supérieur à 16 kg. C'est pour ça qu'on travaille sur des solutions qui aident plutôt à manipuler les charges plutôt qu'à faire manipuler par une seule personne. Et donc on voit aussi que dans la culture de ce pilotage d'activité et d'amélioration, donc il y a beaucoup d'outils digitaux. On a vu que ce soit des choses avec de l'intelligence artificielle ou que ce soit avec la data intelligence, les tableaux que tu nous as présentés. Comment est-ce que tout ça cohabite? On a parlé déjà de la cohabitation entre les chariots, mais comment est-ce que tous les outils trouvent leur place dans un pilotage global? Alors aujourd'hui justement, je pense qu'une des clés qui va nous permettre un petit peu de mettre tout ça un petit peu en musique, tous les petits outils qu'on a à droite à gauche, ça va être effectivement le traitement de la donnée et l'analyse de la donnée.
J'ai montré rapidement le logiciel Tableau, qui est un logiciel parmi tant d'autres, qui nous permet d'aller extraire des données à droite à gauche, de croiser ces données, de les mettre, on va dire, en forme, d'utiliser également, je n'ai pas trop insisté là-dessus, ce qu'on appelle des RPA, des Robotic Process Automation, qui nous permettent d'automatiser des tâches répétitives. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ces outils-là nous permettent de finalement créer un petit peu les synergies entre différentes solutions digitales qu'on peut avoir dans l'entrepôt. Des AGV d'un côté, on va avoir, j'en ai pas vraiment parlé pendant la visite, mais du contrôle pondéral embarqué. On va avoir également de la reconnaissance de palettes sur nos quais de réception pour voir combien de temps vont rester les palettes sur les quais et prioriser nos réceptions. Tous ces outils-là fonctionnent bien indépendamment les uns des autres. C'est comment on crée finalement une synergie au milieu de tout ça et qu'on crée une logique. Et les outils de Business Intelligence peuvent nous aider pour ça. Ok, donc si je résume, je parle sous le contrôle et on pourra développer ensuite dans les temps de questions-réponses. On est sur déjà un groupe qui a une culture de la performance et de la productivité qui est importante, qui ne se fait pas au détriment de la sécurité. Mais du coup, la particularité qu'on a ici sur cet entrepôt-là, avec la typologie de marchandises très spécifique, fait que vous arrivez un petit peu aux limites de tout ça et qu'il y a des résolutions à imaginer sur des choses très particulières. C'est-à-dire que sur le standard, vous avez su faire, vous avez su mettre en place les choses. Là, maintenant, se repose la question sur le spécifique, le fameux bulky, et comment est-ce qu'on développe cette culture amélioration continue, performance globale et donc développement durable au sens des 3 piliers, la performance économique, environnementale et sociale, sur les marchandises restantes et les marchandises très spécifiques. Est-ce que c'est à peu près ça? Tout à fait, c'est très bien résumé et c'est exactement ça. Ok, super. Bon, eh bien, on s'arrête là pour cette vidéo de présentation que vous allez pouvoir revoir et re-revoir selon vos besoins. Et puis on va passer maintenant en mode questions-réponses.